bienvenue sur FRG Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Lucie Mandeville, qui est anciennement professeure de psychologie depuis 25 ans, puis qui est maintenant en Suède depuis le mois De juillet. de juillet, en fait. Puis, si tu veux commencer par nous dire qu'est-ce qui t'a amené en Suède? Ben, écoute, c'est vraiment un addon. Je suis auteure. C'est après avoir terminé ma carrière de professeur puis de psychologue, tu sais, à la retraite, on aime ça voyager. Puis c'était mon projet d'ailleurs de voyager. Puis je joins les voyages à des retraites d'écriture. Alors, j'avais planifié de faire une retraite d'écriture en Finlande, qui est le pays juste à côté de la Suède. Et mon plan, c'était d'atterrir à Stockholm, puis de traverser de l'autre côté, parce qu'on m'avait dit Stockholm, c'était bien beau. Puis, bon, c'est comme moi, c'était la période de la COVID. Alors, on m'annonce juste à la dernière minute, là, j'avais acheté mon vol, tout ça, que la retraite n'aura pas lieu en Finlande pour toutes sortes de raisons à cause de la quarantaine. Puis, je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais rester à Stockholm, je vais rester en fait en Suède. Puis moi, bon, je suis partie en juillet, donc la COVID avait commencé au Québec. Puis ça m'intéressait beaucoup de savoir comment dans ce pays-ci, il avait fonctionné assez différemment. Je suis une personne ouverte, curieuse. Alors je me suis dit, je vais profiter de ce temps-là pour essayer de comprendre cette culture, puis voir comment ils ont réussi, parce qu'ils ont réussi en fait, là, et comment ils ont fait, puis comment c'est différent de chez nous au Québec. Alors voilà ce qui m'a amenée à Stockholm, puis en Suède. Parfait. Puis là, tu es encore à Stockholm aujourd'hui? Non, je suis restée... Stockholm, c'est la grosse ville. Quand tu OK. arrives, c'est très beau en passant. Mais je suis restée là 2 semaines à peu près. Puis j'avais un lien. Je savais que je voulais rester longtemps. Ça fait que je n'avais pas resté à l'hôtel pendant plus de 2 semaines. Ça fait que je me suis trouvé une petite maison à louer sur le bord de la plage. Alors en ce moment, je suis dans le sud-ouest du pays. Et puis, écoute, ça me prend 5 minutes, je suis à la plage. Donc, imagine-toi qu'hier soir, même, j'ai couché dans une vanne que j'ai achetée sur la plage. Alors, la Suède, c'est un pays qui ressemble un peu au Québec parce qu'il y a beaucoup de nature, mais il y a ça, à la différence de chez nous, ils ont des plages, puis les gens peuvent se baigner, l'eau n'est pas trop froide. Mais en ce moment, là, je t'avoue que c'est l'automne. Puis, j'avais ma tuque ce matin, j'avais ma tuque quand je me suis levée dans la vanne. Tu as quand même un bon petit teint, là. On dirait que je me vois, moi, dans l'écran, puis le mien est en train de dépérir un peu. Bien, le fait d'habiter près de la plage, moi, je prends des grandes marches, fait qu'avec le soleil, c'est sûr qu'on bronze facilement. Oui. Puis, en fait, comment, selon, mettons, le côté gestion de crise, si on veut, comment eux amènent ça aux citoyens? C'est quoi, qu'est-ce qu'ils disent? Juste pour les rassurer aussi, parce qu'on pourrait croire que le gouvernement ne fait rien, il fait juste rien, en fait. Mais je pense que c'est pas le cas vraiment. Non, c'est pas le cas, c'est ça. Bon, les gens sont au courant. Je pense que la Suède n'a pas confiné ces gens. C'est la grosse différence. Mais comment ça s'est passé? Ça s'explique assez simplement. C'est qu'en Suède, il n'y a pas de possibilité d'établir des mesures d'urgence. Alors, ils ont reçu les mêmes recommandations que nous de l'OMS. C'est la distanciation sociale, le confinement. Ils ont tout reçu ça. Mais ils ont été obligés de les présenter à la population comme des recommandations. Mais je crois que ça s'est transformé en réelle approche préventive. C'est-à-dire que moi, je circule, puis comme au Québec, tu sais, il y a des affiches qui disent respecter la distanciation de 2 mètres. OK? Il y a ça, mais sur les affiches, il y a des gros cœurs. Puis ce que ça passe comme message, c'est on tient à vous. On tient à votre santé, alors essayez de respecter ces 2 mètres-là pour éviter la contagion. Alors, c'est pas si différent dans le sens qu'il y a les mêmes recommandations. La grosse différence, c'est la police. Il n'y a pas de police ici pour t'avertir que tu n'as pas respecté les mesures, puis pour te donner des amendes. Et ça fait, tu sais, sur le plan psychologique, je veux dire, ça fait une immense différence. C'est pas que les gens n'ont pas eu peur parce qu'ils ont entendu parler du virus. Puis il y a des gens qui ont encore peur maintenant. Mais la différence, c'est que ça n'a pas été un trauma social. Je pense que c'est ça, là. Puis c'est pour ça que maintenant, les gens, bon, je le dis, de temps en temps, quand on me pose la question, est-ce que les gens respectent les mesures sanitaires? Les Suédois sont comme nous. C'est-à-dire que c'est pas le fun hein, de se tenir à 2 mètres puis de rester à la maison. C'est pas le fun. Ça fait qu'au fur et à mesure, ils ont arrêté de respecter ça.
Donc, dans les commerces, il y a des plexiglas. Certains commerces, parce que les commerçants aussi avaient le choix de mettre des plexiglas, des spots au sol ou pas le faire. C'est qu'il y a ça, mais honnêtement, moi, je vais faire mon épicerie, là, puis les gens, c'est sûr qu'on n'est pas collé avec les étrangers. On ne fait même pas ça au Québec avant la COVID. On ne fait pas ça en Suède, mais on ne se tient pas sur le spot à terre, là. C'est un peu ça la différence. J'ai écouté beaucoup le professeur Raoul parler, puis quand tu regardes vraiment un virus, comment ça se propage, je disais que ça passait beaucoup par les mains. Puis c'est en touchant les choses, c'est en portant nos mains à notre visage. C'est comme tu dis, c'est même avant ça. C'est rare qu'on allait se coller à moins de 2 mètres d'une personne. C'est rare qu'on parlait à coller dans le visage de quelqu'un. Je veux dire, ça, les gouttelettes là, qui vont dans les airs, là, je suis comme, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, là, ces mesures-là. Écoute, moi, bon, en passant, moi, je suis arrivée à la mi-mars au Québec parce que, comme je te dis, je voyage pas mal. Oui. J'arrivais d'Afrique du Sud. Puis quand je suis arrivée, puis j'ai vu que c'était cette mesure de 2 mètres, j'en revenais juste pas. Moi, là, c'était incompréhensible que les gens commençaient à se quereller sur cette histoire de 2 mètres dans une population qui est en santé. Là, il faut mettre les choses en perspective. La plupart des gens sont en santé. Alors, l'histoire de 2 mètres avec les gouttelettes, moi, je n'embarquais pas là-dedans. Puis, j'ai été voir à l'OMS les recommandations qui avaient été faites. C'était pas ça du tout. Hein? Je ne sais pas si les gens sont au courant. Ce qui est recommandé à l'OMS, c'était 1 mètre avec des gens fiévreux qui toussent et éternuent. Est-ce que c'était ça depuis le début? Oui. Moi, j'ai été voir ça en mars. Oui, écoute, parce qu'à ce moment-là, je faisais des chroniques à la radio. Je voulais être sûre de ce que j'avançais. Fait que je faisais mes recherches, comme on dit. C'était comme ça dès le début. Et pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc, c'était une mesure de 1 mètre appliquée avec une population malade. Alors, d'exiger un 2 mètres, ça ne tenait pas du tout la route. Puis, je trouve que le problème qui est arrivé, c'est que les gens sont accrochés à cette règle-là, ont oublié de réfléchir un peu aux implications de ça. Puis maintenant, ben pour moi, c'est catastrophique ce qui se passe au Québec. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les commerçants, ben, puis même dans ton cas, dans votre cas, le fait d'avoir établi ce 2 mètres-là, je me souviens, Arruda avait dit que c'était par prudence qu'il faisait ça, mais j'imagine qu'il se rend compte qu'à cause de ça, les restaurants, les commerçants, ben, s'en vont vers la faillite parce que c'est pas possible de respecter ça dans leur commerce. Même chez vous, je me souviens de tout le débat avec les centres d'entraînement. C'était comme exagéré. Cette prudence-là, c'est une prudence excessive qui a causé plus de tort que de bien. Autant, je pense, au niveau du 2 mètres qu'au niveau des chiffres là, qui ont été faits par précaution, là, par le lien épidémiologique, là, où est-ce qu'on compte beaucoup trop par prudence. Mais c'est quoi cette prudence-là? Je parlais, nous, au gym, on a cherché à rester ouvert le plus longtemps possible, puis on a même ouvert un petit peu avant parce qu'on sent que les gens ont besoin justement de plus de quelque chose d'humain. Puis je pense que ces mesures-là, on le sait, nous, parce qu'on travaille là-dedans, puis toi, tu dois l'avoir vu dans ton milieu aussi, c'est tellement difficile de faire changer les habitudes de quelqu'un. Puis l'autre jour, je marche beaucoup dans la vie, puis maintenant, là, toutes les personnes que tu croises sur le trottoir descendent du trottoir puis se tassent. Hey. Ça, c'est rendu inné chez les gens, puis je me dis à quel point ça va être difficile de ramener ça. T'sais. Les gens avaient déjà de la difficulté à faire un contact visuel avec les gens avec qui tu marches pour faire un sourire. Là, maintenant, en plus, ils se tassent, ils descendent du trottoir. Je suis comme, ça a tellement des plus grands impacts que ce qu'on pense. Puis je pense que tu pourrais justement l'apporter de ce point-là. En psychologie, il doit y avoir quelque chose là, qu'on n'a pas compris là, si on fait ces mesures-là. Ah, ben c'est pour moi, c'était du début trop étrange de mettre en place le confinement puis la distanciation sociale. Quand je suis arrivée au pays, comme je te disais, puis que j'ai vu ça, je me suis dit, sont-ils conscients des impacts qu'ils sont en train de faire? C'est un trauma social, d'abord, avec ces... je me souviens d'ouvrir TVA puis de voir cette colonne-là de nombre de morts absolus de la COVID. Tout de suite, j'ai réagi. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une éthique télévisuelle? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Puis tu l'as dit, moi, je suis attristée. Je sais qu'on va devoir réparer, j'appelle ça de même, réparer le tort qui a été fait.
Ici, là, pour te donner une différence, moi, je suis dans une petite région, c'est une petite ville où j'habite. Et on m'avait dit, tu vas voir, les Suédois sont réservés. Bien, je vais te dire, là, moi, à chaque fois que je croise quelqu'un, on me salue, on me dit bonjour, on me regarde, puis on se tasse pas. C'est ça la grande différence. Il n'y a pas eu d'amende, il n'y a pas eu de police pour nous courir après si on ne respectait pas les règles. Et au Québec, je suis atterrée. Là, j'essaie d'aider, là. Je pense que tu le sais. Je travaille très fort pour aider les Québécois, les Français, les Suisses, les Belges, pour passer à travers cette période très difficile, mais je suis consciente qu'il y a des gens qui vont être marqués pour longtemps. Je ne sais pas s'il y en a qui ne vont pas rester à vie marqués par ça. Puis, qu'est-ce que tu fais plus précisément pour aider, justement? Je suis pluguée sur vos nouvelles parce que dans le fond, écoute, des fois, on se demande qu'est-ce qui m'a amenée ici, qu'est-ce qui a fait que je suis restée finalement. Et je me dis peut-être que c'est moi, peut-être que c'est autre chose aussi qui fait que je peux aider. Je pense que le fait que je sois ici, que je puisse expliquer aux gens que c'est possible d'avoir une vie normale, que le confinement n'a pas aidé, qu'il y aurait eu d'autres mesures ou appliquées autrement, ça aurait permis à la population justement de ne pas être traumatisée, de passer à travers, de s'ajuster. Bien, en Suède, c'est ça qui est arrivé dans le fond. Ils ont fonctionné autrement, puis je peux attester de ça. Je vous le dis, là, chaque jour, je dis aux gens qui m'interviewent, par exemple, oui, la vie est normale maintenant, les enfants n'ont pas de masque, il n'y a pas de masque ici en passant. Le choix de la Suède, ça a été de dire, si vous êtes malade, restez à la maison, mais ne portez pas de masque parce que les masques, c'est nocif pour la santé. Ça, j'en étais convaincue dès le départ. Qu'est-ce que je fais pour aider? Je fais des capsules, je fais des vidéos, j'analyse les nouvelles, tout le monde m'envoie des nouvelles, je regarde ça. Puis, de mon point de vue psychologique, j'essaie de trouver une manière d'aider les gens, à passer à travers, mais aussi à croire qu'on va s'en sortir. Moi, j'en suis convaincue qu'on va s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut maintenant aussi reconstruire. La réparation dont je parle, il faut la faire maintenant. Puis ce que tu dis, là, s'il y a des gens qui débarquent du trottoir en te croisant, pour que toi, tu restes en santé, il faut que tu maintiennes tes contacts dans ta vie personnelle. Il faut que tu fasses tout pour maintenir ce qu'ils ont cherché à détruire, qui est les contacts sociaux. J'ai entendu dire qu'il y avait un défi 28 jours sans contact social. J'ai pas vu ça. Oui, c'est ça. Moi, je me tiens au courant de ce qui est annoncé par le gouvernement. Ben oui, je me suis dit, tiens, les Québécois aiment ça, les défis. Ils ont sorti ça, une nouvelle stratégie. Alors, le défi qui est présenté aux Québécois, c'est d'être capable de passer à travers un 28 jours sans contact social. Tu t'imagines-tu, ils Ouais, sont rendus ça n'a pas là, de bon là? sens. Ça n'a pas de Ça n'a bon pas de bon sens. sens, puis surtout que, tu sais, moi, depuis le début de ça, je le répète sur le podcast, on est vraiment dans une crise de santé. Puis je pense que c'est à nous d'un petit peu de redéfinir qu'est-ce qui fait la bonne santé. Puis j'ai l'impression que au niveau du gouvernement, au niveau des systèmes, le système de santé, tu sais, pour moi, je ne le vois pas comme un système de santé, je le vois vraiment comme un système de gestion de maladie. Puis si tu veux être en santé, c'est pas leurs recommandations à eux qu'il faudrait suivre. Tu sais, il faudrait aller à peu près dans les seuls établissements au Québec qui sont appelés des centres de santé, des studios de santé en fait, puis c'est les centres d'entraînement, c'est les centres de yoga, c'est eux qui vraiment, c'est nous qui cherchent à mettre les gens en santé puis leur montrer comment. Puis autant sur le plan physique que sur le plan, ici on est quand même ouvert, on a vraiment une approche holistique, on voit tout le corps puis l'aide comme, je veux dire, il n'y a rien qui est indissociable de rien, puis c'est important de permettre aux gens de s'exprimer, de permettre aux gens de vivre des émotions. Puis je pense que qu'est-ce qu'on fait en empêchant les gens de faire ça, puis en leur donnant des mesures aussi qui ne vont pas nécessairement, qui vont pas les aider à être en santé. Tu sais, les mesures qu'on donne, il n'y a rien qui est dit qui nous aide à être en santé. Et à partir de là, le problème, c'est pas qu'il faut des mesures sociales, des mesures sanitaires, en fait. Le problème, c'est qu'on a perdu notre santé il y a longtemps, puis c'est ça qu'il faut ramener. Ouais. D'un plan psychologique, peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce qui fait la bonne santé psychologique, en fait? Bien, psychologique ou physique, parce que comme Oui. tu le dis, c'est indissociable. Puis moi, je suis très consciente de ça. Puis, ben, juste pour faire du pouce par rapport à ce que tu viens de dire, Nicolas, moi, c'était une des premières prises de conscience que j'ai faites quand
comment est-ce qu'il y a, la santé publique. Moi, là, tout de suite, là, je me suis dit, attends, là, on ne parle pas de santé. J'ai fait la distinction entre réduire les risques de propagation, puis d'un autre côté, maintenir la santé. Puis je me disais, attends, comment ça se fait qu'ils ne parlent pas du système immunitaire? Comment ça se fait qu'ils ne donnent pas de moyens pour booster le système immunitaire? Puis tu te souviens, c'était le printemps s'en venait. Puis ben, moi, je connais ça, le printemps. Puis moi, je suis une personne qui se tient en forme aussi. Puis je savais très bien que ce qui allait aider les gens, c'est d'aller dehors, de bouger. Puis là, on voyait les parcs d'enfants fermés. Moi, j'habite à côté du parc du Mont Offord. Il était fermé. Attends, je me disais, où est la santé là-dedans? Et c'est là où les preuves, je dirais, se sont accumulées pour me dire, il n'y a pas de lien entre les mesures sanitaires avec la santé. Ça n'a aucun lien. Alors, la santé psychologique, c'est d'abord et avant tout, moi souvent, là, je dis, quand les gens venaient me consulter ou quand j'enseignais la psychologie, je donnais un exemple. Autrefois, il y avait un Milton Erickson Milton Erickson, c'est un médecin. Puis quand il recevait ses patients, une des premières recommandations qu'il faisait, c'est aller donc monter une montagne. Moi, je suis convaincue que les dépressions et anxiétés, la première chose qu'on devrait faire, c'est inviter les gens à faire de l'exercice. Je pense que partie du mal du siècle, c'est la sédentarisation. Le fait qu'on soit sédentaire, ça crée tous ces problèmes-là d'anxiété, de dépression. En tout cas, c'est la première chose qu'on devrait faire. D'ailleurs, il y a une recherche intéressante qui avait été faite où on comparait des gens qui étaient dépressifs, OK? Légèrement dépressifs. Puis il y avait un groupe de personnes qui avaient la médication, les antidépresseurs, puis un autre groupe qui ne faisait que de l'exercice, puis un groupe qui faisait les deux, médication puis exercice. Puis je te demandais, à ton avis, lequel de ces deux groupes-là a le mieux réussi? C'est-à-dire a le mieux réussi à baisser le degré d'anxiété ou de dépression. À ce moment-là, c'était de la dépression. Le groupe qui bougeait simplement. Oui, tu as tout à fait raison. Le groupe qui ne faisait que de l'exercice. Mais trouves-tu que c'est un peu contre-intuitif? On aurait tendance à penser que c'est le groupe qui reçoit de la médication et qui fait de l'exercice. Puis si je te demandais pourquoi tu penses que c'est celui qui faisait que de l'exercice qui a mieux réussi? Ben, moi, je pense que la médication va souvent aller à l'encontre. J'ai toujours eu de la difficulté, en fait, à ajouter un élément externe, tu sais, qui ne vient pas de soi-même. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut faire ici au gym, c'est rendre les gens vraiment souverains, indépendants, un peu le maître d'eux-mêmes. Donc, du moment que tu es dépendant un peu d'une substance externe pour te sentir mieux, ben, pour moi, tu n'es pas libre. Puis, tout ça pour dire, en fait, que je, je pense que quand tu prends de la médication, si c'était vraiment pour... En fait, je pense que ça ne te rend pas plus heureux de prendre une médication. T'sais, si tu prends des médicaments, donne-en à quelqu'un qui est en santé et de bonne humeur, il ne sera pas plus en santé et plus de bonne humeur. Fait que je pense que c'est un petit peu pour ça que le groupe qui bouge n'avait pas besoin de médication, en fait. Je pense que peut-être que le groupe qui bougeait et qui était médicamenté, il était peut-être un peu dépendant de ça quand même. Mais, c'est super intéressant. Tu es ça à voix, là, la conclusion qu'on en a tirée, c'est que les gens qui font de l'exercice seulement, ça a un impact sur leur estime de soi. C'est-à-dire, comme tu le dis, ils se sentent responsables de leur état, la progression de leur état, tandis que quelqu'un qui prend de la médication, ça joue aussi sur l'estime de soi. Parce que, comme tu le dis, c'est un élément extérieur qui vient soigner, si on peut dire. Puis, bon, quand on prend des pilules, je dirais, c'est pas le fun, hein? On se sent malade, puis ça joue sur notre estime de soi. Alors, on pense, comme tu le dis, on appelle ça l'assurance maladie, hein? Puis tu l'as dit, en ce moment, on vit vraiment une remise en question de tout l'aspect pharmaceutique, orientation maladie. Et c'est un mal pour un bien parce que c'est vraiment triste ce qui se passe au Québec. D'ailleurs, je pense que vous êtes conscient qu'il y a des pays, il y a des provinces qui sont visées. C'est pas la même chose partout dans le monde. Hein? Oui, les recommandations ont été mises partout, mais on dirait qu'ils s'acharnent sur le Québec, comme sur la France, comme sur l'Australie, par exemple. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Moi, c'est ça. C'est fou comment toute la médecine s'est orientée vers la maladie
et a exclu tout ce qui est alternatif et a refusé d'ailleurs de reconnaître tout ce qui est alternatif. Et c'est une occasion maintenant d'abord de voir les yeux grands ouverts face à ça, face à ce phénomène-là, puis je pense, de se réapproprier du pouvoir de tout ce qui est alternatif, comme, moi je suis la première, je suis totalement convaincue que ce que vous faites, c'est bien mieux pour la santé que la médication. Parce que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Malade et heureux ». Puis dans ce livre-là, j'ai beaucoup étudié et la maladie et l'exercice physique, la santé. Et je suis convaincue que tout ce qu'on va faire pour notre corps, c'est-à-dire le maintenir en forme, en santé, ça fait que notre système, notre système immunitaire, c'est un hôpital en soi. C'est un hôpital ambulant. Puis c'est ça l'idée, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de faire la job. Mais de la médication, ça vient compenser. Puis je pense qu'à quelque part aussi, ça nous enlève certaines facultés. Je ne suis pas médecin pour dire ça, mais mes 2 parents sont décédés entre autres des circonstances médicales. Donc, j'ai beaucoup remis en question l'utilisation de la médication dans le cas de personnes malades et le fait qu'on va moins miser sur l'exercice physique, sur aller dehors, par exemple, et sur la socialisation. Ça, tu l'as mentionné tantôt, c'est vraiment important. Ouais, puis tu n'es pas médecin, tu dis, mais je pense que en étant sur le terrain, en étant psychologue, tu as quand même des données, des anecdotes. Tu sais, je veux dire, tu côtoies des gens qui ont certains problèmes, puis tu les aides dans ça, puis tu vois qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Tu parlais tantôt de quand tu prends un médicament, tu te sens malade, tu as la perception d'être malade. Ouais. Selon toi, un petit peu comme l'effet placebo, je veux dire, je pense que, comme tu dis, il faudrait s'ouvrir les yeux à qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas sans que ce soit parce que c'est prescrit, parce que c'est la loi, c'est ça qu'on prend. Moi, ça m'a toujours étonné qu'on démonisait des plantes, des trucs qui poussent dans la nature, mais qu'on est capable de dire ça, ce médicament-là, cette drogue-là, c'est légal. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, quel rôle tu penses qu'elle a la perception dans qu'est-ce qu'on fait? T'sais, autant que les médicaments, quand tu en prends, tu as l'impression que tu es malade, bien, quand toute une population porte les masques, tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu devrais te protéger. Puis c'est là que tu te mets à avoir peur. Tu te dis, bon, ben, si tout le monde fait ça, il doit y avoir quelque chose. Oui, sans vouloir nier qu'il y a quelque chose non plus. Là, il y a assurément quelque chose, mais à quel point? Je veux dire, en ce moment, les données, je vais répondre à ta question, mais les données montrent bien que le virus en question n'est plus virulent. Là. Il y a comme une hypnose. Tu sais, écoute, c'est sûr que j'étudie beaucoup ce qui se passe sur le plan des annonces gouvernementales, de la publicité qui a été payée aussi, pour faire en sorte que les gens, d'une part, aient peur d'un virus, mais soient maintenus dans une forme d'hypnose, parce que tout ce qu'on répète, c'est toujours la même phrase, hein? C'est dangereux, protégez-vous. Puis maintenant, dénoncer ceux qui sont un danger public là, parce qu'ils ne portent pas le masque. Puis tu as raison, c'est pas pour rien. Moi, en tout cas, ce que j'en pense, c'est tellement visible le masque que c'est trop facile d'utiliser ça. D'une part, pour donner l'impression qu'on est en danger, puis aussi identifier les personnes qui n'embarquent pas dans cette mesure sanitaire. Puis comme on le dit, il y a eu, tu parles de l'effet placebo, on parle de l'effet nocebo aussi, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un système que j'ai remis en question, moi la première, même si je suis un ex-prof d'université, je suis prête à dire que la compétence en psychologie, elle ne vient pas avec un diplôme. De ce temps-ci, si vous êtes sur les médias sociaux, vous entendez tellement de personnes prendre leur connaissance, leur compétence, leur recherche et vous la partager. Puis ils n'ont pas besoin d'avoir de diplôme pour faire ça. Mais on vous a habitué de faire confiance en des spécialistes qui portent la blouse blanche. On dit l'effet de la blouse blanche. Si j'ai une blouse blanche puis je te dis quelque chose, ça a beaucoup plus de valeur que si c'est ta blonde qui te parle. On dit ça. C'est pareil pour les parents. Si un parent dit quelque chose à un enfant, il n'y a pas autant de pouvoir que si c'est un prof. Le statut il y a un poids qui vient avec le statut. Puis depuis tellement d'années maintenant, la médecine, c'est le statut privilégié chez nous où les médecins sont formés. On le sait maintenant, sont formés à partir, en fait, quand ils vont dans des congrès, ces congrès sont organisés par des compagnies pharmaceutiques.
de tout est... Puis bon, quand j'ai écrit Malade et heureux, je me suis intéressée justement au lobbying des compagnies pharmaceutiques. Puis j'ai découvert des affaires abominables, là. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un commerce, hein? La pharmaceutique, c'est un commerce. Ça n'a plus de lien avec la santé. Dans le fond, pour faire fonctionner ce commerce-là, ils ont tout avantage à ce que vous restiez malade. Et c'est pour ça que tout ce qui est à côté, en termes de plantes, tu disais, de naturopathie, de toutes les, je dirais, les sciences qui ont été développées à partir de ce qu'on savait dans le temps. Tu sais, avant que la médecine puis les pilules existent, il y avait une science que nos ancêtres utilisaient. Bien, elles ont été bannies, un peu comme les sorcières ont été brûlées. Bien, tout ça, c'était mis de côté et c'est le chapeau médecine qui a établi sa suprématie. Mais, tu sais, même si c'est hyper triste qu'on vit en ce moment, ce que tu fais là, en ce moment, Nicolas, c'est donner une voix pour parler de ces choses-là, puis de reconquérir le pouvoir qui devrait être associé à cette médication naturelle qui existe, qui est dans le mouvement, puis aussi dans tout ce qui existe en termes de plantes. Moi, je ne connais pas bien ça. Je t'avoue, ce n'est pas mes compétences, mais je suis sûre qu'il existe bien des choses qui ont été mises de côté à cause de la médecine. Ben, moi, tu vois, c'est des... Ça, tu sais, les plantes, mais je m'intéresse aussi là, depuis les 6 dernières années, sans en avoir vraiment fait, mais aux psychédéliques, à tout ce qui se passe avec l'Institut MAPS aux États-Unis, qui font justement ces expériences-là en clinique avec des molécules comme la MDMA, puis des traitements qui souvent une séance avec un accompagnateur peut régler des syndromes post-traumatiques que les gens entraînent depuis 10 ans. T'sais. Fait que je trouve ça vraiment fantastique comme quoi cette molécule-là, ou que ce soit la psilocybine, qui sont des champignons qui viennent de la nature, tous ces traitements-là qui ne peuvent pas vraiment être, je veux dire, ça pousse dans la nature. Là. Fait que quelque part, tu peux le rendre interdit si tu veux, mais ça vient de la nature. Mais encore plus facile que ça. Il y a le Dr. Jordan Peterson que j'écoutais beaucoup l'année dernière. Ben lui, ce qu'il disait, c'est ses patients, tout ce qu'ils ont besoin, puis je le crois, puis je le vois, puis mon mentor, Julien Pinault, c'est ce qu'il dit aussi, fais juste donner 3 bonnes nuits de sommeil à tes clients. Ah. Puis tu vas voir, après ça, ils vont comprendre. Parce que c'est vraiment ça, du moment. Puis en alimentation, on le voit beaucoup, il y a beaucoup des gens qui vendent des diètes, des challenges de 6 semaines, de 90 jours, où est-ce que tu perds du poids, mais c'est rien de soutenable. Je pense que si ton mode de vie, si ta diète ne tient pas compte de ta digestion puis de ton sommeil, mais pourquoi tu le fais? T'sais? Parce que si tu fais juste les choses pour le physique, ça ne va pas t'amener loin, puis encore moins pendant longtemps. Mais si tu retrouves un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, une bonne digestion, en fait, tu ne sais pas qui est-ce que tu es quand tu as pas mal. T'sais. Si tu as tout le temps une douleur chronique, que ce soit un mot de dos, que ce soit un mot de ventre, un mot de tête, ou juste une fatigue constante, tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment naturelles qui peuvent t'amener là, mais pour l'instant, on a une bonne barrière à passer parce que le message qu'on envoie, c'est pas ça du tout. T'sais. C'est pas ça, puis tu me fais penser que, tu sais, dans mon domaine, là, ce qui a été privilégié, c'est la complexité du traitement. Puis quand tu me parles de ces super régimes, je fais le lien, c'est-à-dire que on a promu qu'est-ce qui était une chose qui était à l'extérieur de soi, comme aller chercher là, du stuff pour booster, puis un programme avec des traitements, tout ça. C'est la même chose en psycho. Puis moi, quand je présentais, quand j'enseignais, ce que j'enseignais, c'est tellement simple. Là. Ce que tu dis, là, c'est tellement simple que c'est discrédité. On en est rendu là. Quand c'est simple, ça n'a pas de valeur. Puis la vie, c'est simple. Puis ce serait ça, bien dormir, bien manger, faire quelque chose qui te rend heureux, être entouré de gens qui te font du bien. C'est tellement simple, Nicolas, mais on va chercher ça loin puis à l'extérieur de soi. Puis dans ce qu'on vit, la solution aussi est simple en passant. Mais je le répète souvent, mais il faut continuer de répéter. Pour sortir de ce qu'on vit, là, il s'agirait de fermer la télé, puis même fermer notre Internet des fois parce qu'on est submergé par toutes ces informations qui attirent notre attention. C'est des distractions.
Et moi, mon bonheur, mon bien-être, là, moi, j'ai 60 ans, puis je reste en santé. Pourquoi? Parce que c'est ultra important d'aller marcher à la plage chaque jour. Puis de dormir. Moi, des fois, je regarde les gens, tu sais, je les vois, puis ils se demandent comment ça fait qu'ils sont anxieux, puis sont dépressifs. Je dis, as-tu bien dormi? Commence par ça. Et des clients, des fois, ils m'écrivent, tu sais. Ils sont là-dedans, puis ils m'écrivent, puis ils me demandent des solutions. Puis souvent, là, je réponds pas. Parce que j'attends un peu, je sais qu'ils vont aller se coucher, puis que le lendemain, ça va aller mieux. C'est tellement simple, c'est trop simple. Mais je Ben, pense qu'il faut revenir à ça. ben, je pense que justement, le fait que c'est trop simple, ça rentre dans le... Tu sais, on dirait qu'il faut qu'on vende quelque chose. Puis c'est ça un peu qui est difficile parce que du moment qu'on vend quelque chose, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit complexe pour que le monde perçoive une certaine valeur. Oui. Puis c'est quand on rentre dans ça que ça devient compliqué. Parce que moi aussi, là, tu sais, il y a 3 choses qu'il faut que je fasse dans une journée. Que je marche, que je respire, puis que je prenne le temps de lire ou apprendre quelque chose. Puis à partir de là, ben le reste, ça va de soi. Là. Tu sais, j'ai envie de bien me nourrir, tu sais, je vais bien dormir. Comme tu dis, c'est tellement simple, mais on dirait qu'avec toutes les choses qui attirent notre attention à gauche puis à droite, puis le fait qu'il faut qu'on travaille 8 à 10 heures par jour pour s'acheter des trucs qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir, ben là, il ne nous reste plus de temps pour nous-mêmes puis considérer ces choses-là. Oui. Puis quand on est dans cet état de déséquilibre, on ne va pas faire des bons choix. Quand tu dis, là, va dormir, dors 3 jours, tu vas voir que tu vas faire des bons choix après ça. Puis si tu remarques, quand tu t'entraînes, tu n'as pas le goût de manger de la junk après. Quand tu restes sédentaire, tu es sur l'Internet, le sac de chips est tentant. C'est vraiment ça, ça va tout ensemble. Mais on a pris une voie, écoute, j'écoutais, moi, j'ai pas de télé chez nous, mais ici, là, en Suède, là, j'ai une amie qui a la télé, puis j'en revenais pas. Les publicités, ce n'est que de la junk, ce n'est que des affaires à consommer. C'est là où on en est. On vit dans un environnement, mais on le sait maintenant, là, qui ne profite pas à soi, qui profite à d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent puis qui font beaucoup d'argent. Alors que, tu l'as dit, hein, moi, j'ai découvert à la fin de ma carrière que ce qui était le plus nuisible pour moi, c'était le manque de temps. Le manque de temps faisait que je faisais des mauvais choix. Je manquais de temps, je travaillais, j'étais une hyper performante dans ma carrière. Puis, quand je retrouvais du temps, mais tout se stabilisait. Ça, c'est vraiment important. Mais c'est quoi qui remplit notre temps? Tu sais, les gens, il faudrait qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils font dans la journée et qu'est-ce qu'ils font qui leur apporte vraiment du bonheur. Tu sais, les gens, ils pensent qu'ils ont besoin d'argent pour être heureux. Mais moi, j'ai écrit là-dessus, là, c'est ma spécialité, écrire sur le bonheur. Acheter des choses, là, ça t'apporte un bonheur qui est éphémère. C'est sûr, tu as besoin d'autres choses après. Ton besoin est répondu, tu as besoin de t'acheter d'autres choses. Ensuite, obtenir, par exemple, un poste ou avoir un statut prestigieux, je te dis, là, ça n'apporte pas de bonheur. Je peux te le dire, moi, je le sais. Je dis, j'ai passé 25 ans à devenir quelqu'un. Je suis devenue quelqu'un, j'ai été connue, j'ai écrit des livres, je suis populaire. Puis à la fin, tout ce que je voulais, c'est devenir une personne humaine. Parce que être quelqu'un, ça n'apporte pas de bonheur. Ça met une tension. On vit une tension quand on réussit bien dans la vie. C'est comme ça. Alors, le bonheur, posez-vous vraiment la question, c'est quoi qui vous rend heureux? C'est hyper simple, ça ne coûte rien. Presque rien. Je te dis, tu n'as pas besoin. C'est pour ça que les gens qui, par exemple, perdent leur emploi, souvent, ils vivent un moment de panique, puis après, c'est souvent la meilleure chose qui leur soit arrivée, parce qu'après, ils ont pu prendre des décisions, se demander qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment, puis refaire leur horaire de travail réduit, puis réaliser qu'ils n'ont pas tant besoin de faire des heures pour obtenir ce qu'ils veulent, qui va les rendre heureux. Ouais. Puis comme tu dis, c'est tellement simple. Je veux dire, du temps, on en aurait tous si... Tu sais, la seule raison pourquoi je pense qu'on manque de temps, c'est qu'on manque de priorité. On veut un petit peu tout faire, sûrement, puis on court après des trucs qui sont pas nécessaires, puis on a trop aussi. Moi, ça me fait penser, justement, quand tu achètes quelque chose comme quoi que c'est vraiment éphémère, puis une fois que tu l'as, tu sais, une fois que tu as tous ces objets-là, on dirait que tu es un peu prisonnier de ça. Tu en as tellement à entretenir, puis n'importe quoi, je pense, d'externe, justement. Tu sais, comme, je pense au plaisir éphémère, mais je pense que si pour toi, c'est l'alimentation, tes plaisirs éphémères, tu sais, tu manges, puis tu aimes donc ça manger, puis tu vis pour manger, bien, tu sais, à quel point, des fois, ben, tu cours un peu à ta perte. Tu sais, Ouais.
c'est des choses qui sont, justement, les petits plaisirs comme ça, je pense qu'on ne devrait pas courir après. Je pense que ça devrait être plus un bonheur qui est intrinsèque, tu sais, que les choses ont de l'importance parce que tu leur accordes du temps, parce que tu leur accordes de l'importance, en fait. Oui. Mais les gens, on se perd. Je pense que ce qui arrive, là, comme tu le dis, là, pour avoir une idée de tes besoins intrinsèques, là, un besoin, c'est intrinsèque tout le temps, mais pour faire ça, il faut arrêter de se distraire à l'extérieur. Mais on se perd dans toutes ces stimulations-là. Puis, tu sais, c'est facile. En fait, on est capable d'avoir du pouvoir là-dessus. Les gens pensent qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais c'est quoi ces stimulations-là, là? Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Vous sortez, vous sortez, bon, la télé, c'est stimulant, le travail, ensuite, vous allez dans les magasins, c'est fou le choix qu'on a. Moi, je suis dans un petit village, un petit dépanneur. Souvent, bon, écoute, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Là. J'avais lu un livre qui s'appelait Le paradoxe du choix. Parce Mhm. qu'un jour, on a pensé qu'avoir du choix, c'était la liberté. Le paradoxe du choix, c'est le contraire. C'est quand tu vas dans un magasin et que tu as 50 boîtes de sortes de céréales, ça t'amène une grande tension parce que tu ne sais pas laquelle que tu vas acheter. Puis une fois que tu en achètes une, tu te dis, ah, peut-être j'aurais dû en acheter une autre. Tandis que quand tu vas dans un commerce et qu'il y a seulement 2 sortes de boîtes de céréales, là, si tu savais comment tu, tu lâches prise, c'est relaxant. Mais les gens ont l'idée contraire. Ils pensent vraiment qu'ils vont être plus libres et qu'ils vont être plus heureux s'ils ont plus de choix. Et ils pensent que s'ils ont plus d'argent, ils vont être plus heureux parce qu'ils vont pouvoir se payer plus. Puis comme tu le dis, bon, dans mes recherches, ce qui a été démontré, c'est que les gens, plus ils ont d'argent, plus ils ont de préoccupations liées à l'argent, préoccupations liées au matériel qu'ils ont. Moi, j'ai fait un choix. À un moment donné, j'ai vécu pendant 6 mois et demi dans une roulotte, on va dire ça. Je faisais un voyage en Australie. Puis j'ai tellement aimé ça, moi, de vivre dans un petit espace restreint on a vendu la grosse maison. On avait une grande cabane, une grosse maison, puis j'ai acheté une toute petite maison. Mais ce qui arrive quand on a une grande maison, c'est qu'on en passe du temps à faire du ménage. Les gens ne pensent pas à ça. C'est beau, c'est sûr, c'est prestigieux. Puis quand on invite les amis, on est fiers de ça. Puis quand on achète une petite maison, ben faut être humble un peu. Hein? On est confronté à cette image-là, mais on passe bien moins de temps à l'entretenir. Puis on peut aller faire de l'escalade, par exemple. On peut aller faire des randonnées pendant qu'on fait. C'est sûr, faire le ménage, c'est aussi de l'exercice. Mais l'exercice dehors, c'est encore mieux, je trouve. Ben oui, puis c'est sûr, mais je pense que c'est pas la même chose faire le ménage parce que tu entretiens ton espace ou faire le ménage parce que tu entretiens un espace qui est ben trop grand puis tu fais le ménage pendant 5-6 heures par semaine. Tu sais, il y a une différence entre les deux, puis comme tu le dis, puis ce que je disais tantôt, c'est que tu deviens un peu esclave de tes objets. Tu as tellement acheté d'objets que là, il faut que tu les entretiennes puis que tu n'as plus le temps pour toi parce que c'est ça, tu sais, à quoi ça sert une grosse maison? C'est juste pour l'image personnelle, c'est qu'on a valorisé ça. On a associé notre valeur personnelle à la grosseur de la maison, à la marque de voiture aussi qu'on a. Puis ça, on a été encouragé par le système de consommation. Mhm. Ça prend beaucoup de courage, c'est un défi énorme, mais qui est facilité en ce moment parce qu'avec la fameuse COVID, les magasins ont été fermés, puis on a réduit notre consommation. Moi, tu vois, c'est un des avantages. Bon, à part ceux qui achètent sur Amazon, là, puis ça, je trouve ça déplorable parce que je pense aux petits commerçants là, qui sont en train de faire faillite. Mais c'est vrai que ça nous a fait réfléchir. On n'avait pas envie d'aller acheter parce qu'on ne veut pas porter le masque, on ne veut pas voir des gens avec des masques. Et ça a réduit notre besoin de consommer. Et c'est comme un défi tellement grand pour nous, puis en même temps hyper simple, hein, de dépasser cette idée que notre valeur personnelle, elle va avec nos biens. Elle va avec nos maisons, avec tous les biens qu'on a, avec le dernier iPhone qu'on achète. Ça n'a aucun rapport. Moi, mon père, il a passé sa vie à économiser de l'argent. Et quand il est mort à 73 ans, que je trouve qu'il est très jeune, il a dit, Lucie, tout l'argent que j'ai accumulé, je ne l'amènerai pas dans ma tombe. Puis ça m'a fait réfléchir. Il a passé sa vie à faire attention. C'est devenu un homme d'affaires. Il a travaillé, mes parents ont travaillé là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il est décédé trop jeune pour lui. Puis tout cet argent-là, ben, il nous l'a légué.
C'est sûr qu'il nous a rendus heureux, mais maintenant, je veux dire, il m'a transmis cette idée-là que, tu sais, c'est pourquoi qu'on fait ça. Souvent, on se dit, on va accumuler tous ces biens-là pour en profiter à la retraite. Ben, la retraite, là, c'est pas... Bon, c'est sûr que ça nous permet de voyager, par exemple, l'argent, mais moi, à 20 ans, j'ai voyagé sac au dos sur le pouce, puis ça m'avait rien coûté. Puis il y a vraiment moyen de voyager sans que ça te coûte trop cher. Moi, je t'avoue que je loue une petite maison ici qui est, si tu voyais ma petite maison, c'est tout petit, c'est juste une pièce. Puis je suis heureuse avec ça. Oui. Ben moi aussi, j'ai fait des choix de genre, en fait, pour pas que. Parce que justement, ayant lu un livre, Père riche, Père pauvre, j'avais vu ça il y a 5-6 ans. Puis dans ça, ça m'avait marqué comme quoi qu'il disait que, tu sais, une maison, c'est pas nécessairement un actif, tu sais. C'est une dépense. C'est quelque chose qui est là, puis qu'il faut que tu dépenses à tous les mois pour entretenir. Puis moi, ce que j'ai fait il y a 3-4 ans avec ma mère, on a acheté un triplex, justement, parce qu'elle n'avait pas nécessairement quelque chose pour sa retraite. Puis moi, j'avais pas envie de dépenser pour habiter quelque part, si c'est possible de ne pas dépenser pour habiter quelque part. Fait qu'on a acheté ce triplex-là, fait les rénaux, ça a été beaucoup de travail, mais qui aujourd'hui, je suis pas stressé parce que j'ai pas un rythme de vie qui me coûte cher. Fait que peu importe comment va le centre d'entraînement, qu'est-ce qui se passe, bien, je suis capable de rester centré sur moi et de continuer à faire ce que j'ai envie de faire parce que ce que j'ai envie de faire, ça coûte à peu près rien. Puis tu parlais tantôt de l'estime de soi, sur quoi on peut la baser sur tous nos objets, tout notre matériel, notre maison, notre auto, mais je pense que ça fait de nous des gens anxieux parce que c'est toutes des choses qu'on peut perdre. T'sais. Tandis que si on base notre estime de soi sur qu'est-ce qu'on cherche à faire développer aux gens ici, bien, développer des aptitudes, mettons des aptitudes que ce soit physiques, des connaissances, des choses des aptitudes qu'on peut aller appliquer vraiment dans le monde, bien là, tu ne te sens jamais dépourvu de rien parce que tout ça, c'est en dedans de toi. Oui, tout à Tandis fait. que Tu as tout à fait raison. On est le principal véhicule, c'est nous. C'est pas notre voiture, c'est pas notre maison. Tu as tout à fait raison. Mais ça, on dirait qu'en vieillissant, là, c'est plus facile à comprendre. Mais quand on est jeune, comme tu le dis, là, comme on le dit, c'est qu'on reçoit beaucoup d'informations puis de messages qui nous foquent un peu dans la tête. Tu sais, ça entraîne de la confusion. Puis on a de la misère après à identifier nos priorités puis nos besoins. Il faut vraiment s'affranchir. Puis comment on s'affranchit? C'est en prenant une distance. Une distance, c'est-à-dire à tous les moments où tu es heureux, à tous les moments où tu t'entraînes. Moi, je suis sûre que tu vois ça. Quand les gens s'entraînent, cette sérotonine là, qu'on produit, ça nous fait voir les choses autrement. Puis je suis sûre qu'après une séance d'entraînement, les gens n'ont pas les mêmes priorités. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau qui fait qu'on replace les choses au bon endroit. puis je pense que c'est Mais pas nécessairement, mettons, la molécule de sérotonine en tant que telle, c'est le fait que tu as posé une action, c'était difficile, tu l'as surmonté. Puis après ça, tu peux répliquer ça dans n'importe quoi. Je veux dire, la vie, c'est être en action. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est plus facile. Quand c'est difficile, tu es capable de le surmonter parce que tu l'as déjà fait. Puis après ça, bon, ben, tu continues à avancer comme ça. ça, là, ce que tu viens de dire, là, je me disais, oh mon Dieu, on pourrait être des bons coachs, toi puis moi, parce que ça, je trouve ça tellement important, ce que tu viens de dire, parce qu'il y a tellement de temps perdu à ruminer puis à penser à ce qu'on va faire. Et pour moi, les attitudes personnelles qu'on développe, c'est seulement dans l'action. Tout ce qu'on fait avant, là, dans l'immobilité, ça sert à rien, c'est de l'énergie perdue. À partir du moment où tu es actif, d'abord, tu perds tes peurs et tu développes ta confiance. C'est vraiment dans l'action que tu te développes. Puis ça, les gens, tu sais, on est vraiment dans, tu sais, tout le temps qu'on passe assis à l'école, là, à réfléchir puis à emmagasiner, pour moi, là, c'est du temps perdu parce qu'on le sait comme prof, on va retenir que 10% de ça. Tandis que si tu apprends en bougeant, souvent je dis l'école, là, c'est un bon moment pour mettre ça en question. Parce que l'école, surtout pour les garçons, quand on les empêche de bouger, de manipuler du matériel, on les empêche d'apprendre. Et c'est tout à fait ce que tu dis. Si les gens pouvaient retenir une chose, c'est dans l'action que vous vous développez. D'abord, vous apprenez à vous connaître dans l'action. Puis comme tu dis, quand tu fais quelque chose qui est difficile, bien, ça te prouve que tu es capable, tu es fier de toi, puis cette confiance-là, elle te sert pour le reste. Que
je pense qu'on pourrait finir là-dessus aussi, pour être respectueux de Oui, ton temps. Il est un petit peu plus tard chez vous. oui, c'est Euh, ça, on a 6 heures de différence. ouais. Merci d'avoir accepté aujourd'hui. Puis merci pour tout ce que tu fais, là, quand même, de suivre les nouvelles qu'on a. Tu sais, moi aussi, ça fait 9 ans que j'ai pas de télévision chez nous, depuis que je suis parti de chez mes parents, en fait. Puis ça me manque pas, en fait. Puis je te trouve bonne de continuer à écouter ça malgré tout, puis de chercher à nous aider dans tout ça là-dedans, parce que justement, la perception qu'on a de la chose ici, ben si on était capable de sortir de ça puis observer d'un petit peu plus haut, de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, on verrait que c'est un petit peu ridicule, là. C'est complètement absurde. Puis ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je souhaite laisser comme message. C'est prenez de la distance par rapport à ça parce que ça vous fait souffrir d'être dedans. Allez le moins possible être confronté à ces Moses de masque-là. Et puis, faites tout ce que vous pouvez pour maintenir le bonheur dans votre vie. Puis, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous en sortir. Puis, faites-le avec du monde aussi. Ça, c'est vraiment important. Si tu peux, avec une personne, maintenir ce bonheur-là, ben ça, tu l'auras fait pour toi puis pour quelqu'un d'autre. Puis en passant, j'écoute pas la télé, mais je me sers des réseaux. Les réseaux sociaux me nourrissent d'informations. Puis je suis pluguée là-dessus, mais essentiellement pas parce que ça me tente, mais c'est vraiment parce que je suis comme toi, j'ai une mission d'aider les gens. Puis je vais le faire jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on sorte de cette situation complètement absurde. Ben, merci. Puis, est-ce qu'il y a quelque part que les gens peuvent te joindre ou tes livres? Tu dois avoir un site web où tout est là, en fait. Hey, moi, si tu savais, quand je suis partie, là, mon frère me disait, lui, si tu avais 10 amis sur Facebook, moi, là, je n'utilisais pas, je ne me vantais pas. Puis là, j'en ai 5000, puis je refuse, je peux plus accepter d'invitation. Mais j'ai un site Facebook avec mon nom, là, tout le monde peut me trouver, Lucie Mandeville. Puis j'ai une chaîne YouTube aussi, c'est mes capsules que je fais pour aider. Puis sur mon Facebook, les gens vont trouver mes ouvrages, mais ils n'ont qu'à aller à la librairie puis demander Lucie Mandeville, puis ils vont trouver ça là, facilement. Sinon, les libraires vont commander les livres. Bon, ben, Merci à toi, Nicolas. Écoute, bonne chance. S'il y a de quoi, ben, on se reparle. Je suis là pour vous. parfait. Merci, Lucie. C'est très gentil. Bye. Bye, bonne soirée.